Après la cérémonie d'ouverture de ce premier forum des entreprises publiques en Afrique centrale, nous poursuivons nos travaux en session. C'est la quatrième du jour et la dernière. Gouvernance et financement des entreprises publiques, défis communs et solutions partagées. C'est de ce thème qu'il s'agira dans cette quatrième session. Bien avant, nous allons assister à la présentation de Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics et du Portefeuille public, Monsieur Ludovic Ngatié, que j'invite très respectueusement de bien vouloir prendre la parole pour cette présentation. Et juste après, les panélistes pourront s'installer pour les travaux en panel. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer déjà pour que le vote Vous nous excusez, en fait, on attend le... On a des slides. C'est où, en fait? D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci. Donc, compte tenu du fait qu'il y a eu beaucoup de présentations qui ont quasiment balayé le sujet, je vais passer aux slides les plus importantes, de manière à les partager avec vous. Oh là là. On a un souci. Pardon.
nous nous mettons sur la slide numéro 6. Numéro 6, oui. Voilà. Cette slide va nous présenter en fait la situation actuelle du Congo, qui est celle de partir d'un cadre, voilà, de partir d'un cadre de gouvernance qui est assez ancien et qui malheureusement se trouve très désuet. Comme vous le constatez, donc la loi sur les entreprises d'État date de 81 avec les textes d'application 89, 94, mais aussi quelques textes récents, notamment l'ordonnance de 2001 ainsi que les décrets de 2002. De cela, on constate effectivement que on a perdu en efficacité, en ce sens que ces lois ont été principalement initiées sous le parti unique à l'époque, mais aussi on avait une orientation politique qui était assez marxisante. Et quand on rentre à l'intérieur, on va constater que beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui n'ont pas lieu d'être sont dans la gouvernance de ces entreprises, principalement le parti, les syndicats, ainsi de suite. Voilà, donc l'organisation du ministère actuellement, donc, comme dans tous les pays, hein, on a un ministère, on a un département qui gère le portefeuille public, et puis il y a quelques comités et cellules qui aident le ministère et la direction en charge du portefeuille pour implémenter la politique. Donc la stratégie, bien entendu, est du ressort du ministère, enfin du ministre et de son cabinet, mais la politique sectorielle, elle est appliquée par la direction en charge du portefeuille public. Donc le panorama du portefeuille public chez nous, donc on constate que 39% sont des participations majoritaires, les EPIC 22%, les participations minoritaires 39%. Vous avez là la répartition en termes sectoriels, hôtellerie, mines, ainsi de suite, banques et autres. Voilà, donc de ce qu'on peut en tirer du cadre actuel, c'est qu'il est manifestement inadapté, il manque de clarté dans le processus de création d'entreprise, il y a une absence totale d'attribution claire du rôle de l'administrateur, le vide existant donc entre les modalités et critères de désignation des administrateurs, l'absence de contrat de performance. Quels sont les défis en fait? C'est les difficultés des entreprises à afficher des performances financières et économiques conformes, faible niveau de distribution de dividendes pour l'État. Aujourd'hui, on a quasiment que la SNPC qui nous apporte des dividendes et quelques autres participations minoritaires. L'État dépense énormément d'argent sous forme de concours divers, subventions et autres pour soutenir ces entreprises qui sont généralement déficitaires. Nous avons de gros problèmes de transparence, on l'a évoqué tout à l'heure, donc absence d'établissement d'état financier ou établissement largement hors délai, l'absence de contrôle, en ce sens que toutes ces sociétés ne font pas toujours recours à des commissaires aux comptes assermentés. Ces sociétés constituent en fait un gouffre financier pour l'État à double titre, puisque non seulement il n'y a pas de dividendes, non seulement la performance n'est pas là, mais en plus, elles engloutissent toute la fiscalité qui est due, même quand c'est collecté pour compte, comme la TVA et autres, ne sont pas reversées systématiquement à l'État. L'État aussi souffre en cas de demande de paiement à les soutenir sous forme de garanties diverses et variées, en dehors des subventions et des interventions diverses. Donc, pour corriger cet état de fait, nous avons travaillé lourdement avec la Banque mondiale, qui avait fait un diagnostic en 2020 sur les sociétés du portefeuille. Ce diagnostic donc fait des propositions claires, et donc depuis nous sommes en train de travailler pour améliorer le cadre juridique, notamment nous sommes en train de préparer la loi qui va désormais donc régir la gouvernance, le contrôle et le statut donc des entreprises publiques, notamment par l'application de l'acte uniforme OHADA, donc en veillant
à y intégrer scrupuleusement les règles qui nous permettent d'aboutir à la transparence, à la qualité de l'information financière et à la performance. La redéfinition donc du rôle de l'État en tant qu'actionnaire. Est-ce que c'est toujours utile que nous soyons actionnaires? Si on l'est, c'est à quelles conditions et dans quel type de secteur d'activité? Nous allons aussi travailler sur les règles de gouvernance, principalement la manière dont seront nommés les dirigeants, principalement les administrateurs, qui doivent rendre des comptes. Pour anecdote, aujourd'hui, cela se résume à juste des postes de plus pour certains, parce que même dans les ministères, parfois le ministre qui est responsable de la politique sectorielle n'est même pas au courant quand les conseils d'administration ont lieu et n'est même pas, on ne lui rend même pas compte des résultats de différents conseils. Les administrateurs sont comme des électrons libres qui agissent à leur propre titre, Et donc, on ne peut pas s'étonner des résultats de ces entreprises, puisque les gens qui vont là-bas souvent ne sont pas qualifiés. Je ne dis pas que c'est le cas général, mais malheureusement, cela arrive souvent. Donc, il faut élaborer des contrats de performance aussi bien avec les administrateurs qu'avec les entités elles-mêmes. Renforcer, comme on l'a dit si haut, les règles de transparence, de redevabilité, de suivi et évaluation. À cela, l'arrimage donc au référentiel OHADA, aussi bien en matière de gouvernance des entreprises, donc l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GUE, que l'acte sur la comptabilité et le système d'information financière, cela va énormément aider notre pays à atteindre des standards de gestion et de contrôle, de gouvernance des entités du secteur public qui soient à la dimension donc, des attentes des populations, afin que ces entreprises non seulement remplissent leur rôle, mais aussi permettent donc leur rôle en tant qu'acteurs de politique publique, opératrices de politique publique, mais aussi ramènent à l'État qui est actionnaire ce que l'État a en droit d'attendre, à savoir la rentabilité tout court. En 2022, donc, nous avons mis en place une nouvelle disposition dans le cadre juridique, en fait, dans le panorama juridique des règles qui régissent les entreprises, à savoir l'obligation pour toutes les sociétés publiques de, quand elles réalisent des bénéfices distribuables, de distribuer au profit de l'État actionnaire au moins 30%. Au moins 30%. Ce n'est pas facile, on a encore des résistances, mais on est en train de travailler pour lever toutes ces résistances. Et ce matin encore, j'ai échangé avec le représentant de l'Agence française de développement, qui est l'une des entités qui finance énormément le secteur public ici, principalement le port autonome de Pointe-Noire, pour que certaines dispositions qui figurent dans les contrats qui font que certaines entités publiques qui ne versent pas les dividendes arrivent à le faire. Notamment, nous allons dénoncer ces accords particuliers, et puis parce que nous savons que ce sont des entreprises rentables qui remboursent leurs emprunts, et donc il n'y a pas besoin d'interdire des distributions de dividendes. Donc, quelles sont les perspectives qui nous restent à ce stade, compte tenu donc de la situation décrite? Nous devons donc arriver à donner plus d'autonomie donc à ces entités. De cela, dans la loi, il est prévu de couper vraiment le cordon ombilical entre les entités et les ministères sectoriels, et éventuellement celui en charge du portefeuille, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas orthodoxes, qui font qu'il y a un grand mélange entre... Certaines de ces entités se comportent comme des extensions des ministères. Je ne veux pas aller plus loin, mais bref, cela ne concourt pas forcément à la rentabilité. Donc, c'est de renforcer en fait les pouvoirs de la direction générale en charge du portefeuille, en lui apportant toute l'assistance et les moyens nécessaires, en réfléchissant aussi sur ce qu'elle peut devenir. Est-ce qu'on va vers une agence de participation ou autre chose? Nous allons ici travailler puisqu'on a dit qu'on prend pour postulat dans la nouvelle loi que l'essentiel des sociétés d'État bascule en statut SA, donc on va mettre en place un plan de basculement, tout en sachant que tout est pour un pas, parce qu'il y a vraiment des vrais services publics qui devront rester sous forme d'EPIC, mais les autres qui sont capables de supporter la concurrence et d'aller sur les marchés doivent basculer en mode société anonyme. Donc promouvoir la transparence,
notamment l'accompagnement de nos grandes entreprises par les systèmes de notation. Donc au-delà de ce qui a été indiqué d'ailleurs dans l'allocution du Premier ministre, que non seulement les commissaires aux comptes jouent leur rôle, mais aussi l'obligation pour la direction générale du portefeuille de faire des audits contractuels de manière rotative. Mais aussi, nous voulons que la plupart des grandes entreprises se fassent suivre par des agences de notation de manière à leur permettre de lever les financements sur les marchés à des coûts moindres. Parce que vous savez que le fait de basculer dans une notation financière vous oblige à respecter les critères de transparence, de bonne gouvernance, qui font que de manière progressive, la gestion devient transparente et la rentabilité revient. Et cela vous donne accès au marché financier et donc à vous refinancer de manière beaucoup plus correcte et moins chère d'ailleurs. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de favoriser le financement des entreprises publiques par les mécanismes de marché. Nous avons aujourd'hui désormais un marché sous-régional qui est assez liquide et qui a beaucoup de ressorts, beaucoup d'acteurs, qui va être de plus en plus dynamique. Et donc pour nous, c'est vraiment la principale voie à suivre, puisque, comme nous le savons, les seules ressources budgétaires de l'État ne permettant pas de faire face aux besoins des entreprises que nous avons dans le portefeuille. Nous devons donc accompagner les administrateurs actuels ainsi que les dirigeants en faisant la promotion des bonnes pratiques de gestion, ainsi que mettrons des règles pour être administrateur, pour le rester. On définira le statut d'administrateur, les règles éthiques et tout. Voilà, bref, c'est vraiment de passer d'une gestion aujourd'hui assez finalement faible en termes de gouvernance à une gestion rigoureuse qui nous permettra de nous arrimer aux meilleurs standards internationaux. Nous mettrons aussi les systèmes d'émulation pour inciter en fait les bonnes entreprises à être récompensées. Nous mettrons les contrats de performance de manière systématique. Cela donc à l'instar de tout ce qui va se passer pour le secteur public de manière générale. Comme vous le savez, nous basculons donc à partir de cette année progressivement en gestion axée sur les résultats avec l'adoption des budgets programmes, mais aussi l'État lui-même s'oblige à avoir une comptabilité transparente, notamment en adoptant la comptabilité en droit constaté, qui est en fait la comptabilité privée qui va être appliquée à l'État. Donc l'État aura un bilan, un compte de résultats, un tableau de flux, un état annexé, mais les états financiers habituels, à savoir le TOF, la balance des paiements, enfin, bref. Mais derrière, on va travailler de telle sorte qu'il y ait vraiment la transparence, parce que l'État pourra encore améliorer sa propre notation, pourra encore lever des financements à des taux beaucoup plus faibles s'il avait des outils, s'il avait des états financiers qui permettraient réellement d'apprécier sa capacité à générer les flux et donc à être solvable dans l'avenir. Et c'est ça en fait le pari qui est le nôtre, qui est celui en fait d'asseoir la nouvelle gouvernance financière publique pour les années à venir, notamment en dotant l'État des outils puissants de gestion financière et de justification de la redevabilité. Et donc, il y a tout le temps n'est pas disponible, mais sinon, on est assisté par la Banque mondiale pour aider tous les opérateurs de la chaîne de gouvernance, notamment la Cour des comptes, à participer à ce vaste mouvement de basculement de l'État vers la transparence et la gestion axée sur les résultats. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter cet après-midi. Bien entendu, ce n'est qu'un petit slide et donc je suis totalement disponible pour répondre aux questions. Si dorénavant, il y avait des questions sur les projets actuels du ministère en charge du portefeuille public sur la transformation de la gestion et de la gouvernance des sociétés du secteur public. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public pour cette présentation.
Alors, vous l'avez compris, le thème de cette session, c'est gouvernance et financement des entreprises publiques, défis communs et solutions partagées. Je vais donc inviter les panélistes à s'installer, comme ça, vous pourrez poser les questions par la suite. Pour cette session, le modérateur, c'est M. Tchèque Kanté. Les panélistes sont, justement, M. Ludovic Ngatié, ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, prière de revenir. Monsieur Roméo Gribingui, ministre contrôleur général du secteur parapublic en République centrafricaine. Alors nous allons donc continuer cette session, comme cela a été rappelé, dont le thème est la gouvernance et le financement des entreprises publiques, défis communs et solutions partagées. Monsieur le ministre, tout d'abord, merci pour cette présentation qui enrichit bien les débats et avec un focus sur les défis spécifiques à la République du Congo, défis du reste plutôt communs et pas trop différents de ceux qu'on a entendus. Mais j'ai noté, pour le cas spécifique de la République du Congo, vous avez insisté sur le cadre institutionnel désuet qui n'a pas forcément évolué en phase avec l'évolution de la société congolaise. Vous avez présenté un panorama où près de 39% de participation majoritaire dans ces sociétés, ce qui n'est pas rien. Vous avez mis l'emphase sur les problèmes d'ordre de performance financière, pas de dividendes pour l'État, concours récurrent à l'État évidemment à chaque fois que les entreprises en ont besoin. La transparence, on en a parlé depuis ce matin dans la redevabilité financière, le non-paiement de la fiscalité par ces entreprises et le non-versement de la TVA. Monsieur le ministre, vous avez aussi partagé quelques solutions qui sont en réflexion et j'ai noté donc les efforts pour aligner le cadre réglementaire avec l'OHADA. J'ai noté la redéfinition, donc tous les efforts pour redéfinir le rôle de l'État dans l'actionnariat de ces sociétés-là, et donc la désignation des administrateurs indépendants pour renforcer la gouvernance, les contrats de performance, on en parle beaucoup, et encore une fois, des mesures sur comment renforcer la rentabilité et la transparence, la redevabilité de ces sociétés-là. Je vais peut-être, monsieur le ministre, poser maintenant une question à votre homologue, monsieur le ministre contrôleur général du secteur parapublic de la République centrafricaine. Monsieur le ministre, en quoi ces défis que vous venez d'entendre, posés par le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille de la République du Congo, en quoi ces défis sont-ils similaires ou différents de ceux que vous connaissez en République centrafricaine? Merci. Je voudrais d'abord remercier et féliciter M. Ngatié, le ministre en charge du budget et des comptes publics et du portefeuille public de la République sœur de Congo-Brazzaville, pour cette belle initiative d'organiser ce premier forum, mais également pour son brillant exposé qui nous permet de connaître les problématiques auxquelles son département fait face
et également un partage d'expérience par rapport à ce que nous avons connu en République centrafricaine. J'apprécie également, à juste titre, donc l'approche participative et interactive qui va nous permettre également de partager ces expériences avec nos frères et sœurs du Congo. Le référentiel en République centrafricaine, c'est le fait que le secteur parapublic est doté d'une loi, hein, c'est la loi 20.004 du 13 janvier 2020, qui définit très clairement le cadre institutionnel, juridique et financier applicable aux entreprises et établissements publics. À travers cette loi, nous avons donc son lot de réformes et donc qui répond à peu près aux préoccupations exprimées ici par le ministre Ngatse. La République centrafricaine, à l'instar des autres pays de la sous-région, a connu de graves problèmes au niveau du secteur parapublic. Il y a eu pas mal de mutations en termes d'instruments juridiques qui régissent le fonctionnement du secteur. Mais depuis 2020, nous avons connu une certaine stabilité grâce à l'expertise conseil et technique de la Banque mondiale qui nous a accompagnés. Et aujourd'hui, grâce à cette loi, depuis sa mise en œuvre en août-septembre 2021, nous avons connu des évolutions. Et donc, pour répondre également à certaines préoccupations exprimées ici, je vais commencer par la réforme institutionnelle sur le plan juridique. Grâce à cette loi, les entreprises et établissements publics avaient pour obligation d'harmoniser leur statut avec la loi. Et donc, à travers le décret d'application qui a été signé en octobre 2020, il est fait obligation à toutes les entités du secteur parapublic d'harmoniser leur statut. Et grâce à cette réforme institutionnelle sur le plan juridique, nous avons différentes catégories des entreprises et établissements publics aujourd'hui en République centrafricaine. Donc vous avez le lot des entreprises publiques où nous en avons 9. Vous avez également le lot des établissements publics à caractère administratif. Nous avons une vingtaine. Vous avez les établissements publics industriels et commerciaux. Nous en avons 6. Et enfin, les sociétés d'économie mixte, où nous en avons 2. Et donc tout ça, c'est grâce à cet instrument juridique qui a permis donc d'harmoniser nos démarches au niveau du secteur parapublic. Enfin, grâce à cette loi, nous avons également redéfini la cartographie des conseils d'administration en fonction des typologies des différentes entreprises. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des établissements publics à caractère administratif, nous sommes passés pour certains d'un nombre de 12, voire 6 administrateurs au niveau des établissements publics administratifs à 3, avec des rôles bien définis, des attributions claires au niveau de la tutelle. Donc, grâce à cette loi, aujourd'hui, nous avons 3 tutelles. Vous avez la tutelle technique qui est assurée par le ministre sectoriel. Donc, c'est celui qui impulse la politique du gouvernement au niveau du secteur, si c'est dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des mines, etc. Ensuite, vous avez la tutelle financière, donc qui est assurée par le ministre des Finances et du Budget. Et enfin, vous avez la tutelle de contrôle de gestion qui est assurée par le contrôle général du secteur parapublic que je dirige. Donc ça, c'est une partie des nouveautés que nous apporte donc cette loi. Ensuite, vous avez la réforme institutionnelle sur le plan comptable et financier. Donc cette réforme juridique induit également la réforme comptable et financière qui permet aujourd'hui, puisque nous venons à peine de l'amorcer, la migration de certaines entités de la comptabilité privée vers la comptabilité publique. Et donc c'est le cas des établissements publics administratifs qui sont obligés maintenant de tenir une comptabilité de l'État. Et donc nous avons défini comme repère, comme nous l'avons souligné, l'année de référence est l'année 2024.
Et pour ça, nous avons mis en place un accompagnement comptable à travers un cabinet qui a été choisi, donc qui accompagne les différents acteurs du secteur pour leur permettre, donc en fin d'année, de migrer vers la comptabilité publique avec des nouveaux acteurs tels que la Cour des comptes. Ce qui va changer, c'est lorsqu'ils vont passer de la comptabilité selon OHADA vers la comptabilité de l'État. Comptabilité privée, c'est le commissaire aux comptes qui certifie le compte, les états financiers en fin d'exercice comptable. Avec la nouveauté, c'est la Cour des comptes qui va prendre le relais. Une des particularités également, c'est le déploiement des agents du ministère des Finances et du Budget. Donc, on a érigé également des agences comptables au sein de ces entités et les contrôleurs financiers qui sont, in fine, des conseillers auprès des administrateurs, donc qui pilotent ces différentes entités. Donc, voilà un peu les nouveautés qui apparaissent lorsqu'on définit clairement le rôle des uns et des autres au niveau de la gestion du portefeuille de l'État. Mais une des nouveautés également, c'est à travers, puisque ça a été évoqué par le ministre Ngatsé tout à l'heure, c'est le mode de désignation et de nomination des administrateurs. Aujourd'hui, grâce à cette loi, les administrateurs, selon la typologie des entités, mais pour la plupart des cas, sont désignés par leur département de tutelle. Pour la plupart, c'est des hauts cadres de l'État, donc qui sont désignés par leur département de tutelle. Et le projet de décret de nomination porté en Conseil de ministres par le ministre qui assure la tutelle technique. Donc voilà, très rapidement, et pour la nomination, ou du moins la désignation du président du Conseil, une fois le décret signé, le ministre contrôleur général que nous sommes, avec le ministre de tutelle technique, nous convoquons une session et lors de cette session d'installation des administrateurs, nous organisons librement la désignation du nouveau président du conseil d'administration. Donc ce sont les administrateurs qui désignent un des leurs, qui assure donc la présidence et dont le mandat est rattaché à leur mandat initial. Voilà très rapidement, M. Cheikh, ce que je pourrais dire par rapport à l'expérience centrafricaine. Merci beaucoup à Monsieur le ministre Kribingi. Alors, je vais ouvrir aux questions, mais avant, je vais juste poser une question rapidement à Monsieur le ministre Ngatsé. Monsieur le ministre, est-ce un objectif similaire tel que ce qui vient d'être présenté par votre homologue centrafricain? Est-ce qu'un objectif similaire que vous ambitionnez par la nouvelle loi sur les entreprises publiques que vous parrainez? Disons qu'en termes de finalité, oui, peut-être que la forme va différer parce qu'on n'a pas la même histoire ni subi les mêmes difficultés de parcours. Donc nous, pour ce qui nous concerne, il faut distinguer au départ ce que mon collègue appelle les EPA. Les EPA chez nous sont régis par le droit public, donc c'est la comptabilité publique qui, comme je vous l'ai signalé, est une comptabilité qui est désormais quasiment compatible à la comptabilité privée. Et le reste, ce sont les EPIC, les sociétés anonymes, les participations et autres qui sont librement gérées comme des structures privées avec la comptabilité OHADA et tout ce qui s'ensuit. L'objectif poursuivi, c'est de faire qu'il y ait une adoption globale du cadre de gouvernance de l'OHADA, à savoir essentiellement concernant les SA avec tout ce que cela implique, donc les règles de nomination des commissaires aux comptes, le statut des administrateurs, les obligations financières de publication de comptes, le respect des délais de tenue des conseils qui approuvent les comptes, l'obligation de faire approuver les comptes au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Bref, c'est toute la panoplie que nous connaissons pour le secteur privé qui va désormais s'appliquer au secteur public. Nous avons voulu faire l'économie de réécrire d'autres textes, tout en sachant qu'on reprécisera, par exemple, pour les modalités de nomination des administrateurs, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le statut de l'administrateur, comment se fait le mandat, qui a le droit de nommer un administrateur,
combien, ainsi de suite. Ça viendra dans les textes d'application. Mais de manière globale, il y a en fait une séparation claire entre ce que nous appelons entités du portefeuille, donc qui seront soit des SA, soit des EPIC, ou des participations donc, dans des structures privées, comme c'est le cas aujourd'hui dans les banques et autres, et le reste, c'est-à-dire que les EPA qui sont en réalité en dehors du portefeuille chez nous, ce qui n'est pas le cas en Centrafrique. Mais l'objectif, en fait, c'est de transformer complètement la gouvernance de ces entités et surtout les règles de redevabilité et de contrôle ainsi que d'évaluation de la performance. Voilà en gros ce qui diffère un peu, mais la finalité est la même, c'est d'avoir l'efficacité en termes de résultats, aussi bien financières que de mise en place des politiques publiques, donc de contrôle des acteurs de politique publique que sont en fait finalement ces entités du portefeuille. Merci, Monsieur le ministre. Donc, chers participants, je pense qu'au bout de ces deux présentations enrichissantes, je ne doute pas que vous avez des questions pour... Ah, voilà, on a une main par là. Merci beaucoup, Marcel Ondel. Merci, Monsieur le ministre, pour ces exposés. Je pense qu'un des grands défis, c'est l'ambition affichée et l'ambition assumée par les pouvoirs publics. Pour cette transformation, j'ai bien suivi avec beaucoup d'attention le projet de transformation présenté par le ministre du Budget du Congo. Je voulais vraiment l'encourager fortement dans cet élan. Mais après avoir dit ça, j'aimerais me poser la question de savoir, Monsieur le ministre, mais c'est à quel horizon? Parce que c'est vrai que vous avez fait une bonne présentation. C'est à quel horizon? Est-ce qu'il y a un deadline? Est-ce qu'il y a un timing qui est déjà proposé dans le cadre de cette transformation qui est attendue? Voilà donc la seule interrogation que je voulais avoir des éclaircissements de la part de Monsieur le ministre. Merci. Merci. On va prendre une deuxième question là-bas. Et une troisième, à ce moment-là, Monsieur le ministre, les ministres vont prendre la parole. Merci Bernard Gazo, président du conseil d'administration de la société CEDIC. Je voulais poser la question concernant la désignation des dirigeants. On peut mettre en place tout le dispositif réglementaire, tout le dispositif institutionnel. On sait que la performance va être très liée à la qualité du management dans ces institutions. Par rapport à ce que venait de dire le ministre centrafricain, il y a la désignation, il y a des règles. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'on peut imaginer que dans la désignation des dirigeants des grandes sociétés d'État, qu'il n'y ait plus cette désignation par la tutelle, ça fait perdre au ministre une partie de ses prérogatives, mais qu'on puisse adopter un système de sélection, un appel à manifestation pour s'assurer de la qualité de la classe dirigeante et même des administrateurs. Et je pense que la condition sine qua non de la performance de ces organisations dépendra énormément de la qualité du management. Donc pour l'instant, c'est la désignation, mais est-ce que vous avez pensé à un moment donné qu'on pouvait changer de méthode de sélection? Et la question aussi est posée pour le ministre du Budget. Est-ce que dans la loi qui est prévue, est-ce que ce mécanisme est prévu ou pas? Parce que ça peut être un élément relativement intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et on va prendre la troisième question par là. Bonsoir. Moïse Kokolo, responsable des activités de PwC au Congo. Merci, Messieurs les ministres. Ma question s'adresse à nos deux excellences, Messieurs les ministres.
Elle concerne la performance des entreprises, la performance financière principalement. Nous avons entendu qu'il y a des travaux concernant la transformation des EPIC en sociétés anonymes. Qu'est-ce qui est prévu là où, notamment peut-être en République centrafricaine et même chez nous ici, en République du Congo, où il y a déjà eu ces transformations? Quel est le sort qui est réservé aux passifs de ces sociétés? Parce que pour donner plus de garanties ou de gages à la performance financière, il vaut mieux avoir une société qui a un cadre rénové avec moins de charges, avec moins de poids, avec moins de boulets pour pouvoir réussir. Qu'est-ce qui est prévu? Merci. Merci. Donc, Monsieur le ministre, il y a la question, donc, évidemment, l'ambition est clé, mais à quel horizon? Ensuite, il y a celle concernant la quadrature de la désignation des... voilà, ou par méthode de désignation par le ministère de tutelle ou de sélection compétitive. Qu'est-ce que la loi prévoit? Et une question réservée à vous deux. Quels sont réservés aux sociétés que nous souhaitons transformer au passif? C'est ça? Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Donc, je m'en vais répondre aux trois questions. La question de M. Marcel Rondel, secrétaire général adjoint de la COBAC. Quel est l'horizon, en fait, à quel horizon nous pensons arriver à l'adoption de la loi et donc au basculement dans le nouveau cadre réglementaire? Il faut savoir qu'à ce stade, la loi est déjà en cours d'examen à la Cour suprême. Donc, il nous manque l'étape du conseil de cabinet, du conseil des ministres et donc le dépôt à l'Assemblée. Dans nos projets les plus optimistes, on pense que, en gros, dans un mois, donc vers le 15 mars, on pourra passer la première étape, c'est-à-dire l'étape gouvernementale, et puis essayer de voir dans quelle mesure on peut déposer en cours de session actuelle donc, la loi à l'Assemblée. C'est vraiment très optimiste parce que je sais que, comme vous le savez, il y a tellement d'intérêt, il y a tellement de passion autour de cette loi. Ça fait près de 15, voire 20 ans qu'on y parle et elle n'est jamais sortie des tiroirs. Et donc, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le temps que cela va prendre pour essayer de créer un consensus et arriver à un résultat. Donc, je pense plutôt qu'on pourra facilement rater la session administrative actuelle, mais qu'on sera à niveau à la prochaine session de juin, pour que au plus tard, le 15 août, qu'on ait la loi et donc qu'elle rentre en vigueur très rapidement. La deuxième question, qui est celle du président Gazo, sur est-ce qu'on pourra couper le cordon ombilical entre l'exécutif, enfin tout au moins les ministres, et au-delà peut-être le président de la République, puisque comme vous le savez, dans notre Constitution, il est dit que le président de la République nomme aux emplois publics et publics, donc fonctions et emplois publics. Cette Constitution n'a jamais changé, donc je crains qu'il soit très difficile de faire autrement. Mais c'est vrai qu'en basculant, on trouvera là un moyen de mettre de la compétition dans le choix de ces dirigeants. C'est déjà plus ou moins le cas. Si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a eu même débat jusqu'au niveau du Conseil des ministres d'un nouveau texte qui organise en fait les sélections des dirigeants, non seulement des entreprises où l'État est majoritaire, mais aussi des dirigeants de direction générale qui sont nommés par le président de la République. Mais on n'a pas trouvé un consensus, donc il y a en ce moment un nouveau texte qui est en cours de préparation. Ce qui va se passer de mon point de vue, c'est qu'il sera inscrit noir sur blanc que pour pourvoir à ces emplois, il faut remplir des critères d'expérience, de diplôme et de capacité managériale. Il reviendra donc à des commissions spécialisées de faire le tri, mais en dernier ressort, la loi le dit clairement, donc ce sera toujours le président de la République sur la base d'une shortlist qui choisira l'administrateur ou enfin pas l'administrateur, mais disons le dirigeant. Voilà, le dirigeant. Tout en sachant que si c'est une SA, il ne pourra pas désigner en Conseil des ministres, donc il donnera juste un accord sur un an et puis le président du Conseil emmènera en Conseil d'administration pour que l'administrateur concerné soit nommé
directeur général ou président directeur général, tout dépendra de la forme juridique. Donc il y aura du mieux, parce que de toutes les façons, si nous voulons mettre en place une gestion rigoureuse, une gestion basée sur la performance, on ne peut pas ne pas se poser la question de la qualité des hommes que nous mettons à la tête de ces entités, d'autant plus que pour l'essentiel, ce sont des entités qui sont dans des secteurs redevenus concurrentiels. Parce que même les gros monopoles d'État, de ce que je vois des restructurations en cours, il en restera très peu réellement sous la forme actuelle. On va introduire un peu de compétition, de marché, il y aura plusieurs acteurs. Donc si l'État reste, ça sera vraiment dans les conditions nouvelles. Enfin, la dernière question qui est celle de l'associé gérant de PVC, M. Moïse Kokolos, sur, voilà, vous allez faire des restructurations d'entités qui aujourd'hui sont extrêmement déficitaires avec des passifs incroyables. Comment allez-vous faire pour basculer finalement de ces entités moribondes actuelles à des structures dynamiques sous la forme de sociétés anonymes? Ce n'est pas une question nouvelle. On l'a déjà fait pour EDC, pour LCDE, il y a deux voire 3 ans. Ce qu'on fait, c'est que l'État va garder les actifs et passifs pourris, en fait, les actifs et passifs malsains. Donc on va y extraire essentiellement les actifs sains plus le capital. Donc sans dette. La CCA, qui est la Caisse communale d'amortissement, va récupérer le passif avec les actifs qui sont malsains. Et puis la nouvelle entité va redémarrer avec une structure saine, comme il se devra. Vous dites, la CCA, elle va donc finalement hériter d'un grand passif. Et bien, ça sera le prix à payer si on veut relancer ces entités. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de choix parce que si on veut qu'on ait une gestion fructueuse pour l'avenir, il faut bien un effort. Et cet effort, c'est la restructuration pure et simple de ces entités. Donc, il y a un vaste projet qui est en cours. Et d'ailleurs, chaque année, on a des entités comme ça. Par exemple, là, nous sommes en train de travailler sur la Société des Pavés du Congo qui doit passer à la mairie, à la gestion de la mairie, mais l'État va restructurer. D'ailleurs, une étude a été déjà faite, on a les résultats. Il nous manque juste les financements pour appliquer. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'ai échangé avec le maire de la ville qui attend impatiemment qu'on lui redonne son entité Société des Pavés du Congo, sans passif, sans personnel, pour qu'eux en fassent leur affaire, la gestion des actifs et l'avenir de cette société. Je peux citer d'autres exemples. Nous avons aussi des plans de restructuration pour le secteur des jeux de hasard avec Cogelo, où on va aussi restructurer, mais au préalable, on va faire adopter une loi qui organise le secteur, qui va l'assainir et qui permettra donc à Cogelo de redevenir un vrai opérateur des jeux de hasard. Mais pour ce faire, il faudra que l'État reprenne malheureusement le passif et puis mette en place un plan de restructuration qui se traduira forcément par des mesures douloureuses, notamment de réduction d'effectifs et autres. Voilà globalement ce que j'avais à ajouter par rapport aux questions. Peut-être que mon collègue a d'autres choses à ajouter par rapport à moi. Merci. Oui, monsieur le ministre, allez-y. Merci. Alors, je voudrais revenir sur la préoccupation exprimée ici par le président du conseil d'administration, donc qui est relative au mode de désignation des dirigeants sociaux des entreprises publiques. Alors, l'expérience en Centrafrique, c'est vrai que j'ai évoqué ici le cas des administrateurs, mais également un dispositif qui est mis en place dans le choix des dirigeants sociaux. Par exemple, le directeur général d'une société, pour son recrutement, les deux ministres, c'est-à-dire le ministre sectoriel et le ministre contrôleur général, s'accordent sur les termes de référence, sur quel type de profil que nous souhaitons recruter. Et donc, une fois validé, il y a un comité technique qui est mis en place, donc qui est piloté par le président du conseil d'administration. Donc, les deux ministres portent leur choix, font confiance donc au président du conseil d'administration, qui va de bout en bout gérer le process de recrutement du directeur général. Et une fois le processus terminé, il y a une shortlist donc, qui est transmise à l'attention des hautes autorités de la République. En fin de compte, c'est un décret du chef de l'État
qui nomme le nouveau directeur général. Mais le processus doit être suivi, donc appel à candidature, c'est diffusé dans tous les canaux d'information. Et ensuite, les candidats se manifestent en faisant acte de candidature. Le comité reçoit les dossiers et donc il y a un traitement qui est fait et donc un passage sous test avant de retenir donc la liste définitive des meilleurs qui est transmise donc à l'attention du président de la République pour signature du décret. Et donc pour la nouveauté, on s'est rendu compte également dans la mise en œuvre de cette loi qui définit le cadre institutionnel, juridique et financier, nous avons relevé également certains manquements. Pourquoi? Parce que les dirigeants sociaux sont généralement nommés, mais ils n'ont pas de mandat, contrairement aux administrateurs, qui sont désignés par leur département. Une fois ils sont nommés, ils ont un mandat de 3 ans, renouvelable une fois dans les mêmes formes. Tandis que les DG, ils sont nommés à vie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas un départ à la retraite, s'il n'y a pas un cas de décès, ben, il est là. S'il y a des contre-performances, il n'y a pas d'autre levier pour révoquer le directeur général. Donc, c'est des manquements que nous avons pris en compte. Et dans le cadre de la relecture de cette loi, si les hautes autorités de la République nous le permettent, nous allons intégrer dans la loi révisée en République centrafricaine. S'agissant de la performance des entreprises et établissements publics, question posée ici par un des participants, nous avons expérimenté un mécanisme grâce au Conseil de la Banque mondiale, et ça nous l'avons fait en 2022 à travers un outil qui a été mis à disposition et un travail qui est fait de manière collégiale avec le collègue du ministère des Finances. Donc nous avons travaillé essentiellement avec la cellule en charge de réformes économiques et financières, mais également avec la direction du portefeuille de l'État. Donc un comité a été mis en place par un arrêté signé du premier chef du gouvernement, comité que j'ai eu l'honneur de piloter, et donc qui a élaboré sa méthodologie. Et la cible, en fait, c'est les entreprises publiques. Et donc nous avons travaillé dans l'élaboration de ce document, c'est le rapport annuel sur la performance économique et financière des entreprises publiques et leur impact sur le budget de l'État. Et donc c'est un travail, c'est vrai que c'est une première expérience, mais c'était très enrichissant, ce qui nous a permis d'avoir ce document qui, en fin de compte, a été approuvé par un arrêté du ministre des Finances et du Budget et publié sur le site internet du ministère des Finances et du Budget centrafricain. Ça concourt également dans le cadre de la transparence et le principe de redevabilité au niveau des entreprises publiques. Nous continuons toujours ce travail à travers plusieurs leviers, par exemple dans le cadre de restructuration de certaines entités, privatisation ou même dissolution. À chaque fois, il y a un comité, c'est le Premier ministre qui décide en fonction des données que nous disposons. Une fois nous finissons nos analyses, nous soumettons donc des suggestions à son attention et en fonction des travaux réalisés, il décide et met en place un comité interministériel qui est chargé de travailler sur la restructuration de telle ou telle entité ou sa privatisation. Et en fonction du passif, il y a des négociations qui peuvent être menées. Voilà un peu ce que nous avons fait ces derniers temps. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, chers participants, il y a une main là-bas, donc on va prendre une dernière série de questions parce que la journée a été longue. Je sais beaucoup sont fatigués ayant voyagé jusqu'à ce matin. Merci bien. Allez-y. Oui, merci bien le modérateur. Je suis Monsieur Ben Opena, je suis journaliste à la télévision nationale. Alors, ma question s'adressera à son Excellence le ministre congolais en charge du budget. Monsieur le ministre, je crois savoir que lorsqu'on évoque le problème des ressources humaines dans la performance d'une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, il ne s'agit pas seulement des dirigeants,
mais il s'agit également des agents qui font partie de cette entité. Alors, dans les perspectives que vous évoquez au sujet justement des entreprises publiques, j'ai noté un plan de formation des administrateurs ou dirigeants de ces entreprises 6 mois après leur nomination ou leur désignation. Je pense aussi, Monsieur le ministre, que la contre-performance de ces entreprises publiques n'est pas seulement le fait des dirigeants, mais également des autres agents qui composent cette entité. Est-ce qu'il n'est pas prévu aussi dans les perspectives que vous avez évoquées un plan de recrutement qui puisse être à la hauteur de cette entreprise publique, de peur que la tête peut travailler seule, ben si le dirigeant, le responsable de cette entité publique n'a pas de collaborateurs qui puissent l'accompagner dans son rôle, je pense que, quelles que soient les actions qu'il va poser, ces actions seront vouées à l'échec. Donc, est-ce que, pour me résumer, je pense que vous devrez aussi mettre un accent particulier sur un plan de recrutement de ces agents qui doivent évoluer dans ces entreprises publiques. Merci. Merci. Dernière question. Oui, j'allais dire, on n'a pas entendu les dames. Il y en a une. Merci de m'accorder la parole. Je suis Madame Christelle Elouma. Je représente la société Eni Congo. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la République centrafricaine. Monsieur le ministre, je voudrais savoir comment votre ministère travaille-t-il en collaboration avec d'autres parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé, pour promouvoir une gouvernance inclusive et sensible au genre. Ok, Monsieur le ministre, cette question s'adresse à vous. Donc, pour le ministre congolais, je pense qu'il y a 3 questions. Je vous laisse la parole pour y répondre. Allez-y. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a juste la question de M. Ben Opena qui aimerait savoir, on a parlé de la formation des administrateurs et des dirigeants, mais qu'on a laissé de marbre de côté ceux qui représentent la couche la plus importante, donc les salariés. Non, naturellement, si on nomme un bon dirigeant, il se préoccupera de s'entourer de bonnes compétences, donc cela va de soi. Et dans les plans qui sont proposés, je vous ai parlé d'une restructuration totale, donc y compris de la revue des effectifs et notamment des contrôles de l'adéquation au poste. Donc, il y a des plans sociaux qui devront accompagner ces plans de restructuration. Donc, naturellement, on pensera à avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Donc, c'est pas... Mais si vous voulez, ce n'est vraiment pas un problème aujourd'hui en tant que tel, parce que dans ces entreprises, on a de très bonnes personnes. Mais simplement, très souvent, les managements n'ont pas été des managements inclusifs. Donc, parfois même ceux qui sont les plus compétents sont mis de côté parce que trop curieux ou ne rentrons pas dans le plan d'action personnel du dirigeant qui est en place. Donc, avec ce basculement dans une gestion axée sur les résultats, naturellement, le dirigeant qui vient sait qu'il doit rendre des comptes et donc il va s'entourer de bonnes personnes. Et je n'ai pas de doute là-dessus parce que je sais que les sociétés privées qui évoluent au Congo travaillent avec les Congolais et elles ont des résultats. Donc il n'y a aucune raison que le secteur public, lui, ne trouve pas des bons Congolais sur le marché qui puissent faire fonctionner les entités publiques que nous avons actuellement. Voilà ce que j'avais rajouté. Merci. Monsieur le ministre, si on recrute des dirigeants compétents, pourquoi on doit les former encore? En fait, c'est vrai, on va recruter des gens compétents, mais
il y a une espèce de customisation qu'il faut faire par rapport aux règles de déontologie, aux exigences spécifiques de la gouvernance au Congo, hein, qui ne sont pas forcément des standards. Voilà, c'est ça en fait. Et puis, on peut avoir des gens compétents, mais qui n'ont pas forcément tous les rudiments nécessaires pour se comporter, soit en bon dirigeant, soit en bon administrateur. Donc, il y a une espèce de processus de certification qu'on doit mettre en œuvre. Si on dit qu'avant d'entrer, ils doivent obligatoirement remplir ces critères, on trouvera très peu de Congolais, malheureusement, qui rempliront ces critères pour faire fonctionner toutes ces entités. Donc, on se donne le temps et les moyens de faire que les bonnes personnes qui arrivent soient formées, soient aidées, assistées, accompagnées pour qu'ils rentrent dans le moule et rendent les comptes et donnent les résultats auxquels on est en droit d'attendre. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est la formation vraiment permanente et continue des nouveaux cadres qu'on va désormais donc, coopter. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, comment vous travaillez avec d'autres parties prenantes? C'était ça la question. Merci. Alors, c'est le contrôle général, c'est vrai que nous travaillons de manière transversale avec l'ensemble des collègues du secteur dans différents domaines, mais également avec ceux de la société civile, principalement ceux du patronat et autres. Mais en termes de représentativité, par rapport à cette nouvelle loi, c'est vrai qu'il y a certains blocages, certaines limites dans la mise en œuvre, ce qui empêche certaines entités, par exemple, de siéger dans certains conseils d'administration ou même d'occuper certains postes, et pourtant c'est des postes totalement ouverts. Vous avez soulevé également le concept genre, hein, par exemple, quand on publie les appels à candidature, c'est bien mentionné que les candidatures féminines sont vraiment les bienvenues. Par contre, si les gens ne se manifestent pas, on ne va pas forcer ou on ne va pas aller dans les quartiers pour recruter. C'est vrai que c'est une problématique auquel nous faisons face actuellement. Sur la trentaine des dirigeants sociaux que nous avons en République centrafricaine, on n'a qu'une seule dame qui est directrice générale. Pourtant, on se bat à chaque fois que l'occasion se présente pour motiver, pousser les dames à se manifester. Malheureusement, nous ne disposons pas des ressources humaines pour. Je voudrais, avec votre permission, revenir sur un aspect qui est très important sur la professionnalisation du métier d'administrateur, puisque c'est aussi une problématique que nous avons relevée dans la mise en œuvre de la loi en République centrafricaine. C'est vrai, j'avais parlé tout à l'heure du mode de désignation des administrateurs, mais on fait face également à un problème de professionnalisation. C'est vrai, ils sont désignés, c'est des hauts cadres de l'administration, désignés par leur département de tutelle, mais dans la pratique, dans les missions qui leur sont dévolues, nous avons remarqué également certaines défaillances, ce qui pourrait nous amener, par exemple, dans le cadre de la révision de cette loi, de demander à ce que ça soit fait de manière indépendante. Donc, ce serait peut-être l'occasion pour ceux de la société civile et autres qui ont les profils requis de pouvoir candidater, par exemple, pour être administrateur, au lieu que cela soit fait seulement au niveau de la machine étatique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, chers participants, je pense que de cette discussion, il ressort clairement que les défis qu'affrontent les entreprises publiques sont communs, ils sont aussi connus. Et il est clair que le diagnostic il est implacable. Le statu quo n'est plus une option. Il faut réformer, il faut avancer et assainir ces entreprises-là. Et nous avons vu que les pays de la CEMAC sont engagés avec des réformes fortes. La loi est déjà passée en République centrafricaine, ici en République du Congo. Elle est bien avancée. En République du Congo, la loi est bien avancée. Et donc tous les pays sont en marche vers une amélioration de ce secteur qui, je pense, depuis ce matin, on a vu, joue quand même un rôle important dans l'économie de nos pays. Et donc sur ce, Monsieur le ministre,
de la République du Congo, vous avez aussi l'avantage d'être l'hôte de cet événement. Et sur ça, je vais vous donner la parole pour votre mot de fin. Merci. Merci beaucoup. Je tenais à remercier donc, mes collègues ministres, notamment la ministre d'État qui, malgré ses occupations, a pu trouver le temps de venir honorer par sa présence cette cérémonie et ce forum. Vraiment, ça nous va droit au cœur. C'est un des pays majeurs pour le Congo, Brazzaville, puisque c'est le plus grand voisin à côté. On a une grande histoire commune dans tous les sens et donc la collaboration entre les deux pays est quasiment obligatoire si vraiment on veut aller tous de l'avant. Je veux remercier aussi le ministre, mon collègue de la Centrafrique, les autres ministres qui vont arriver ou qui n'ont pas pu venir malgré tout et qui ont envoyé donc des gens de qualité ici, les représenter. L'Afrique a besoin de travailler ensemble. Comme vous le voyez, nous sommes dans un processus, mais qui a déjà eu lieu ailleurs et on peut gagner beaucoup en écoutant, ne fût-ce que faire ce peu, nos frères qui ont réussi. Et c'est ça qui va nous permettre de ne pas perdre du temps. Et le projet qui est en cours, c'est un projet qui est novateur. Nous remercions donc aussi et principalement la Banque mondiale qui par son assistance multiforme, financier, assistance technique. Monsieur Fortin avec nous depuis quasiment une année, on travaille sur le projet. Vraiment d'avoir parrainé ce forum et d'avoir fait venir tous les experts possibles. On a vu que le directeur global de la gouvernance est ici, un ancien ministre des Finances du Mexique. C'est pas tous les jours qu'on reçoit les ministres des Finances, même ex-ministres de grands pays comme ça ici. Donc on est très fiers, on est reconnaissant de la banque sur son leadership et surtout la volonté d'accompagner le Congo. Je dis que l'accompagnement que fait la banque à notre pays, c'est pas seulement les finances publiques, donc ça concerne aussi le développement en fait, de notre économie. Tous les grands secteurs économiques sont touchés par l'assistance de la banque. Ici, c'est la gouvernance globale du secteur public qui est en jeu. Comme on l'a vu donc, dans les slides, c'est un pan entier de notre économie qui n'est pas suffisamment visité. On a des grands secteurs tels que l'eau, l'électricité, les transports, qui sont des secteurs importants, mais qui aujourd'hui souffrent de la sous-performance et qui tirent vers le bas notre économie. Et donc, l'accent que nous mettons, c'est de faire que la transformation se fasse et que ces secteurs soient attractifs et se transforment en des outils de performance pour notre économie et donc nous permettre de réussir la transformation de notre économie. Voilà, et donc encore merci aux ministres qui sont là, merci aux dirigeants qui ont pu venir, merci donc à la banque pour son soutien. Vraiment, avec elle, nous pensons qu'on arrivera beaucoup plus facilement à faire aboutir cette loi. Et vraiment, je n'ai pas de doute parce que c'est de tous les temps. Et même dans les appuis budgétaires, il y a cette référence à la nécessité de faire aboutir la loi. Vous savez, on n'est jamais prophète dans son propre pays. Malheureusement, nos pays ont encore beaucoup besoin de l'œil extérieur comme ça pour avancer vite, alors même qu'on a localement aussi de brillants experts, mais on n'est pas toujours écouté. Et la banque, de ce fait, joue un rôle important parce qu'elle connaît très bien le spectre et donc agit intelligemment pour que les projets arrivent à bout. Donc, merci. Et voilà, c'était le mot que j'avais ajouté. Merci beaucoup. Merci bien pour cette 4e session, dernière de la journée. Merci au modérateur, merci au ministre d'avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Merci bien.
Voilà, chers participants, c'est également la fin de cette première journée des travaux. La première journée a été riche en échanges. Merci d'avoir été là. Merci pour vos contributions multiformes. Bonne rentrée. On se retrouve demain à partir de 9 h pour notre deuxième journée. Encore merci. Nous vous prions de déposer ou de laisser les modules de traduction dans la salle, s'il vous plaît. Prière de ne pas les emporter. Merci.